Alors bonjour, dernière petite vidéo en complément du cours de système embarqué et dans cette vidéo j'ai juste partagé avec vous quelques petits conseils de bonne pratique quand quand on travaille avec Arduino, quand on essaie de faire un peu de système embarqué. Donc voilà, c'est juste des conseils qui me sont venus comme ça au moment où je préparais STP et qui me paraissaient intéressants de partager avec vous. Donc voilà, alors on commence, il y a trois principaux éléments dont je vais discuter avec vous. Le premier, c'est l'utilisation des bibliothèques intégrées dans Arduino. Donc Arduino propose de base un certain nombre de bibliothèques qui ont été développées par Arduino, comme par exemple, on a parlé tout à l'heure de Wire, on a parlé de la bibliothèque SPI, vous avez déjà utilisé aussi, par exemple, la bibliothèque Servo pour piloter un servomoteur, etc., etc. Donc vous avez un certain nombre de bibliothèques. Alors, en fait, dans Arduino, vous pouvez gérer les bibliothèques dans le logiciel, dans l'IDE. Ça se passe, je vous montre un peu comment ça se passe. Donc voilà, ici, j'ai mon code Arduino que je suis en train d'écrire et je veux utiliser, par exemple avec ce code Arduino, je veux utiliser un LM35. Mettons que je vais utiliser ça. Un LM75, pardon. On a parlé tout à l'heure du LM75 qui était le capteur de température I2C. Donc mettons que je vais utiliser le capteur I2C, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir faire ici, je vais regarder s'il existe une bibliothèque dédiée à ce capteur-là. Donc je vais dans Croquis, inclure une bibliothèque. Donc ça, c'est toutes les bibliothèques qui sont intégrées par défaut. Voilà, vous avez toutes les bibliothèques qui sont Arduino intégrées par défaut. Et puis vous avez un certain nombre de bibliothèques ici qui s'appellent bibliothèques recommandées, bibliothèques contribuées, voilà, qui sont des bibliothèques en plus. Et donc là, je peux gérer mes bibliothèques. Donc je vais cliquer sur gérer mes bibliothèques et je vais avoir la fenêtre que j'ai fermée tout à l'heure, voilà, qui est la gestionnaire de bibliothèques ici. Et là, bah, je vais pouvoir essayer de trouver une bibliothèque. Alors, je parlais du LM75, donc je vais chercher le LM75. Voilà. Lancer une recherche sur LM75. Et donc, j'ai par exemple ici 3 bibliothèques qui existent déjà, 4 bibliothèques qui existent déjà sur le LM75. Voilà. Donc, je peux les installer. Il suffit de cliquer sur installer. Donc, j'ai différentes versions pour les bibliothèques. Il me suffit de cliquer sur installer. Donc, ça va installer tout seul la bibliothèque et je vais pouvoir l'utiliser. Si je clique sur More Info, je peux voir un petit peu ce qu'il y a dans les bibliothèques. Alors ça se présente, la documentation se présente de différentes manières. Des fois c'est juste un fichier PDF, des fois c'est un GitHub comme ici. Donc là c'est un GitHub où je peux accéder au fichier source. Et donc j'ai par exemple ce fichier source là, donc j'ai le fichier le header, on va l'ouvrir, et j'ai le fichier source qui va bien. Donc si je regarde le header, voilà ce qui est défini dans la bibliothèque. Donc par exemple, une variable, enfin on fait un define sur l'adresse par défaut du LM35. Donc ça c'est l'adresse par défaut du LM35 par exemple. Donc une fois que vous avez importé la bibliothèque, ben, vous avez le droit d'utiliser la variable, enfin vous avez le droit d'utiliser cette chaîne de caractères là au lieu de devoir chercher l'adresse par défaut. Le registre de température, enfin l'adresse du registre de température, du registre de configuration, du registre d'hystérésis. Donc tout ça on a parlé la dernière fois. Voilà, c'est le cours sur l'I2C. Et puis, ben, vous avez des énumérés, donc tout ça c'est pour utiliser en fait ces mots-là, au lieu d'utiliser de devoir écrire les bits directement. Et la plupart du temps, ces bibliothèques sont construites sous la forme d'objets. En fait, c'est du C++ et c'est du langage orienté objet. Donc là, typiquement, on va créer une classe qui s'appelle M2M-LM75A. Et donc à cette classe va être attribuée une variable privée qui est l'adresse I2C. Normalement, vous avez fait un peu de programmation orientée objet, donc ça devrait vous parler. Donc une variable privée et ici en privé trois méthodes privées qui sont lire un registre de 16 bits, écrire dans un registre de 16 bits et écrire dans un registre de 8 bits. Et puis ensuite, vous avez des méthodes publiques qui sont begin, end, shutdown, wake up, is shutdown, get temperature in Fahrenheit, etc., etc. Et donc ces fonctions-là, vous pouvez ensuite les utiliser directement dans votre code.
Donc ça veut dire qu'une fois que je vais avoir importé cette librairie, donc je vais installer cette librairie, ça prend un petit peu de temps, voilà. Je vais pouvoir l'include dans mon code. Donc là, je vais pouvoir taper include. Donc c'est cette librairie, elle s'appelle. C'est quoi son nom? C'est M2M LM75A.h. Voilà. Ensuite, il va falloir que je crée un objet de type celui-là, de ce type-là. Donc je vais créer un objet de ce type-là. Je vais dire que mon capteur, je vais créer un objet, donc je vais créer mon capteur voilà, qui va être de ce type-là. Vous voyez que le type est reconnu. Et ensuite, une fois que j'ai créé mon objet capt, qui est mon capteur de température, et je peux utiliser toutes les fonctions publiques qui sont là. Donc dans le setup, je vais par exemple faire capt.begin pour démarrer le capteur. Et puis, si je veux récupérer la température dans ma loupe, je vais pouvoir utiliser capt.getTemperature. GetTemperature. Vous voyez que c'est reconnu, hein. Quand j'avais mis getTemperature, il n'était pas reconnu, mais getTemperature c'est bien reconnu parce que la bibliothèque est installée. Vous voyez que ça a coloré en orange. Donc voilà, donc je peux l'utiliser. Si je regarde ce coup-ci le code source et non plus le header, là j'ai le détail des fonctions dans le code source. Voilà, et par exemple, ce que vous pouvez voir, quand on fait un getTemperature, la fonction getTemperature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise la fonction privée read 16-bit register et elle va lire dans le registre de température. Elle va retourner le résultat. Voilà, donc si ça ne marche pas, vous avez une erreur, invalide température, sinon vous avez le résultat divisé par 256, puisque c'est comme ça que c'est formaté. Et donc ça utilise read 16-bit register, et si on regarde read 16-bit register, vous voyez que donc, déjà première chose que vous pouvez voir, c'est que ça utilise wire.h, qui est la bibliothèque dédiée de l'I2C, et si vous allez regarder cette fonction privée, read 16-bit register, qui est une fonction privée, ça veut dire que j'ai pas le droit de l'appeler là-dedans, hein, c'est une fonction qui peut être utilisée par d'autres fonctions de mon objet, mais que je ne peux pas appeler directement, contrairement à toutes les fonctions qui sont là. Private fonction est là, read 16-bit register, vous voyez que ça implique d'utiliser wire, de faire un begin transmission sur wire en filant l'adresse I2C, puis d'écrire un registre. Et voilà. Voilà comment fonctionne ça. Donc quelques mots quand même à rajouter par rapport à ça. Le premier truc, c'est que vous voyez ici, il y a une distinction entre les bibliothèques Arduino, les bibliothèques contribuées, les bibliothèques recommandées. Cette distinction, vous pouvez la voir aussi quand vous faites gérer les bibliothèques. Là, quand vous pouvez gérer par type. Donc, alors, à chaque fois, il fait une petite mise à jour. Les types, c'est installé, donc vous avez les bibliothèques Arduino, les bibliothèques Arduino, les bibliothèques partenaires, les bibliothèques recommandées, contribuer et retirer. Alors c'est quoi la distinction en tout ça? Qu'est-ce que vous devez en lire? Globalement, les bibliothèques qu'on appelle les bibliothèques Arduino, c'est les bibliothèques qui ont été développées pour et par Arduino. Elles sont fiables à 99,999%. Là, vous avez normalement aucun risque à utiliser ces bibliothèques-là. Ensuite, vous avez les bibliothèques fournisseurs, qui sont en général les bibliothèques qu'on appelle les bibliothèques recommandées. C'est-à-dire que le fabricant du LM75 va développer une bibliothèque dédiée pour le LM75. Alors, comme c'est fait par des professionnels, c'est des bibliothèques qui sont en général très fiables, que vous pouvez les utiliser un petit peu les yeux fermés. Sauf que ils sont fiables en général en utilisation seule, c'est-à-dire que si vous créez un programme qui ne fait que communiquer au LM75 et avec le LM75, il n'y a pas de souci, ça va marcher. Mais quand vous faites de l'intégration, c'est-à-dire que quand vous voulez utiliser plusieurs bibliothèques en parallèle, c'est pas dit que de temps en temps il n'y ait pas des conflits. Parce que le fournisseur, il n'a peut-être pas pensé ou
tout simplement, vous utilisez deux bibliothèques qui se marchent l'un l'autre sur les pieds. Par exemple, si vous utilisez deux bibliothèques I2C, il faut être sûr que les fonctions I2C ont bien rendu la main avant d'utiliser les fonctions I2C d'un autre périphérique. Ou, autre exemple, vous avez deux périphériques qui utilisent le même timer, vous vous en rendez pas compte. Quand vous testez les fonctions séparément, elles marchent. Quand vous utilisez les deux fonctions en même temps, il n'y a plus rien qui marche. Et puis vous savez qu'Arduino, c'est quand même quelque chose de très communautaire. Et donc en plus des bibliothèques Arduino et des bibliothèques données par les fournisseurs, vous avez aussi des bibliothèques utilisateurs, des bibliothèques où il y a marqué contribuer. Et ça, c'est des bibliothèques qui, comme leur nom l'indique, ont été fabriquées par des utilisateurs d'Arduino. Et donc là, il y a de tout. Il y a des trucs qui sont très pro, très clean, et puis il y a des trucs qui sont beaucoup moins pro et beaucoup moins clean. Éventuellement des choses qui ne marchent pas, ou qui vont générer des conflits, ou qui ne sont pas optimisées. Voilà. Donc si vous avez le choix entre des bibliothèques Arduino, des bibliothèques fournisseurs et des bibliothèques utilisateurs, votre ordre de préférence, ça va toujours être en priorité la bibliothèque Arduino, ensuite la bibliothèque fournisseur et ensuite la bibliothèque utilisateur. Installation et gestion directe depuis l'IDE, je vous l'ai montré. Souvent en langage objet, je vous l'ai montré. Et puis la documentation en ligne qui peut prendre diverses formes. Donc ça c'est très utile parce que ça vous évite de devoir redévelopper par exemple tout le protocole I2C sur un composant dédié parce que la bibliothèque existe déjà. Donc pendant le TP, à part pour l'afficheur où là vous allez devoir redévelopper les fonctions, pour les capteurs par exemple, vous allez à chaque fois vous allez réussir à trouver une bibliothèque intégrée. Donc le seul truc que je vous demande c'est oui vous avez le droit d'utiliser la bibliothèque intégrée, mais faites l'effort de regarder ce qu'il y a dans les fichiers pour comprendre un petit peu comment cette bibliothèque a été construite. Donc ça c'était le premier point, c'est les bibliothèques intégrées. Deuxième point, attention quand on touche au registre, donc ça je vous en ai déjà un tout petit peu parlé. En général, il vaut mieux, si vous voulez toucher à un bit d'un registre donné, il vaut mieux mettre uniquement ce bit à 1 ou à 0 plutôt que de réécrire le registre complet. Donc ça on l'avait quand on a fait le timer par exemple, les interruptions, il y avait des registres spécifiquement où il fallait mettre un seul bit à 1, les autres on s'en foutait. Alors le mieux quand on s'en fout des autres bits, plutôt que de les forcer à 0 ou à 1, c'est de les garder à leur ancienne valeur. Et ça c'est possible en utilisant ce qu'on appelle des masques, c'est-à-dire qu'au lieu d'attribuer une valeur à un registre, on va plutôt utiliser un masque pour changer quelques bits. Alors les masques classiquement utilisés, c'est par exemple pour de la mise à 0, on fait un masque du type x est égal à x AND, et là en binaire un mot où on n'a que des 1, sauf à l'endroit où on veut mettre un 0. Donc du coup si mon registre x il contient 8 valeurs, c'est sur 8 bits, je fais un AND avec 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Donc le AND il se fait bit à bit. Donc là j'ai à chaque fois du 1 AND x. Donc le 1 AND x, 1 c'est l'élément neutre du AND. Donc ça fait à chaque fois des x. Et 1 AND 0, 0 c'est l'élément absorbant. Vous faites 0 AND n'importe quoi, ça fait toujours 0. Et donc vous voyez qu'à la fin vous avez réussi à mettre le 0 à l'endroit où vous voulez dans le registre sans avoir modifié les autres valeurs. On a l'équivalent de ça pour la mise à 1. Donc là, ce coup-ci, c'est qu'on va utiliser plutôt un OR 0B 0001 0000. Donc on va mettre le 1 aux endroits où on veut forcer à 1. Et de la même manière, ça, si je prends mon registre qui a au départ une valeur quelconque, j'en ai un trop, qui a donc au départ une valeur quelconque, je fais un OR avec 0001 0000. C'est quoi le résultat? Le résultat c'est que j'ai ici que des zéros. Donc là j'ai OR 0 OR quelque chose. 0 c'est l'élément neutre du OR, donc ça me donne le quelque chose. Et 1 c'est l'élément absorbant. 1 ou n'importe quoi c'est toujours égal à 1. Et donc j'ai bien réussi à placer un 1 dans le registre.
Vous avez aussi deux autres masques qui peuvent être utiles. On a le masque de test pour tester si un bit est à 0 ou à 1. Donc ce qu'on peut faire, c'est si je veux tester si le quatrième bit, c'est le bit 4 en fait de x est à 0 ou à 1, ce que je vais tester c'est x AND x AND 0b 1 1 1 0 1 1 1 1. Non, pardon, excusez-moi, c'est l'inverse. Pour le test, 0 0 0 1 0 0 0 0. Le résultat de ça, c'est quoi? De ce test-là, donc j'ai x qui peut prendre n'importe quelle valeur. Je vous rappelle que ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ce bit-là est à 0 ou à 1. Je fais un AND avec 0 0 0 1 0 0 0 0. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai du 0 en x de partout, donc tout ça, ça va passer à 0. Et cette valeur-là, elle va valoir x. Si x vaut 0, mon résultat est nul. Si x ne vaut pas 0, mon résultat est non nul. Donc si je fais ce test-là, directement, eh ben, je vais pouvoir savoir si ce bit-là est à 0 ou à 1, en fonction de si ce test-là me retourne 0 ou pas. Et juste un petit dernier pour la route, si on veut inverser juste un bit dans un registre, là on va utiliser plutôt un XOR, on va faire x XOR 0b 0001 0000, parce que là je vais avoir ça et je vais faire un XOR 0001 0000. 0 XOR x, ça va me donner x. Voilà. Sauf que 1 XOR x, ça va me donner x bar. Donc je vais avoir ici la valeur complémentaire. Donc ça, c'est assez important. Quand on change un registre, de manière générale, on essaie plutôt d'utiliser des masques, ce qui permet de ne pas toucher aux autres bits pour éviter d'induire des dysfonctionnements dans le système. Dernier point, et pas des moindres, comment est-ce que vous allez réussir à gérer vos 16 heures de TP sans vous prendre la tête et en arrivant au bout? Je ne vous cache pas que le TP, au final, il y a beaucoup de choses à mettre dans le projet à la fin pour que ça donne la station météo. C'est un peu le but, c'est vraiment de vous faire manipuler pendant 2 jours complets un système assez complexe. Et donc, on va parler sur cette dernière slide de versionning et d'intégration. Alors, la règle de base du développement logiciel, c'est quoi? C'est celle-ci. Toujours la dernière version qui a marché, intact, tu conserveras. Quand vous avez un truc qui marche, la première chose à faire avant de rajouter une fonction, c'est de le sauvegarder, de lui donner un nom bien identifié, de mettre un endroit bien spécifique, mais où vous pouvez le retrouver. Et ça, c'est super important pour plusieurs raisons. Donc, de manière générale, quand vous faites du logiciel, ça permet de revenir en arrière si plus rien ne marche. Vous rajoutez une fonction, plus rien ne marche. Plutôt que de défaire la fonction du CTRL-Z et tout ça, à un moment, si votre fonction ne marche pas, vous allez dans le mur, vous pouvez revenir en arrière et vous pouvez reprendre à un point qui marche. Ça permet de se rassurer aussi, parce que quand ça fait 1 heure qu'on est en train de réfléchir à un problème, que depuis 1 heure plus rien ne marche, on est super content de pouvoir retrouver un code qui marche et de voir clignoter des LED. Même si c'est quelque chose qu'on a déjà vu, on a l'impression... on pourrait avoir l'impression d'être reparti en arrière, mais on a surtout la fierté d'avoir un truc qui marche, parce que quand ça fait 1 heure ou 2 heures que vous n'avez plus rien qui marche, c'est toujours bien. Et puis, c'est d'autant plus important de le faire quand on fait du système embarqué que, en fait, par rapport à de la programmation classique, en système embarqué, vous rajoutez une variable, cette variable-là, c'est le matériel. Alors, quand vous programmez sur un PC classique, sauf si vraiment vous y allez de bon cœur, normalement, vous ne détériorez pas le matériel. Vous pouvez avoir des programmes qui ne marchent pas, qui font planter, etc. Mais normalement, sauf si vraiment vous faites n'importe quoi, vous n'allez pas abîmer la mémoire, vous n'allez pas abîmer le processeur, vous n'allez pas abîmer les éléments de votre ordinateur. Quand on fait du système embarqué, c'est un petit peu différent.
on pourrait à un moment donné avoir détruit un composant. Parce que ce qu'on a écrit a généré quelque part un court-circuit, parce qu'on a voulu tester, alors des fois effectivement pour tester, ben, on n'a pas le choix, on sort le multimètre ou on sort l'oscilloscope et on commence à faire des mesures, et puis quand on fait des mesures on peut faire une connerie. Ou alors peut-être que le matériel était défaillant au départ parce qu'il a été mal soudé, parce qu'il a été mal calibré, mal dimensionné, et qu'à un moment vous avez un composant qui lâche. Tout ça c'est possible. Et ces erreurs-là, elles sont hyper difficiles à détecter. Le meilleur moyen de détecter une erreur matérielle, c'est tout simplement de se rendre compte qu'il y a un programme qui marchait il y a 1 heure. Ce même programme maintenant ne marche plus. C'est exactement le même programme, j'ai rien changé, je suis sûr de n'avoir rien changé. Donc le seul truc qui a pu changer entre il y a 1 heure et maintenant, c'est le matériel. Et donc là, je peux dire, ok, je suis à peu près sûr qu'il y a un problème matériel. Après, je ne sais pas encore où, donc ça, et ensuite, il faut investiguer pour le trouver. Mais ça permet vraiment d'identifier ça. Alors que si vous ne le faites pas, bah, vous allez continuer à essayer de comprendre pourquoi votre soft ne marche pas, alors qu'il ne peut pas marcher parce que le matériel est défectueux. Donc ça, c'est la première règle de base. Donc toujours garder une version qui marche avant de passer l'étape d'après. L'autre, qui est un peu une règle de bon sens, mais qui est bien de le rappeler de temps en temps, c'est que quand vous avez un projet, ben, découpez-le en sous-blocs élémentaires. Donc ça, je l'ai un peu fait à votre place dans la manière dont le sujet a été rédigé. Vous verrez qu'il est rédigé vraiment step by step. Donc ça permet un petit peu de découper, mais ça, c'est une démarche que vous devez faire quand vous faites de l'architecture logicielle. Vous prenez un problème complet, vous essayez de le développer. Avant de vous lancer bien en tête, vous essayez de déterminer une démarche. Qu'est-ce que je vais coder en premier? Comment je vais le tester, etc., etc. Autre point très important, autre règle de base du développement, le développement d'une fonction n'est validé que lorsqu'elle a été testée. Et quand je dis tester, c'est tester sous toutes ses coutures. Il ne s'agit pas juste de taper le code d'une fonction et de se dire « Ok, ça compile, ça marche ». Non, « Ok, ça compile, ça marche », ça veut juste dire que vous n'avez pas fait d'erreur de syntaxe. Ça ne veut pas dire que la fonction remplit son rôle dans le système embarqué. Donc, il faut prendre cette fonction-là, il faut l'implémenter sur la carte, il faut faire un petit programme qui utilise cette fonction, qui la teste dans différentes conditions, et après seulement on peut dire « Ok, cette fonction est validée ». Je la mets dans la colonne des choses qui ont marché, donc je suis sûr que ça marche, et j'ai plus à m'en préoccuper, je peux la réutiliser pour la suite. Mais il faut bien la tester avant. Et peut-être le dernier point, c'est j'anticipe en fait les difficultés que vous allez rencontrer, et je pense qu'une des difficultés que vous allez rencontrer principalement, c'est l'intégration. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez probablement vous retrouver avec des petits sous-blocs, des petits sous-éléments, des petites fonctions qui marchent chacune individuellement, mais quand vous voulez les faire fonctionner tous ensemble, eh ben ça marche plus. Et donc ça arrive fréquemment, c'est les difficultés qui sont liées à l'intégration de code. Et donc là, pour éviter tout problème, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc déjà, il faut bien identifier les dépendances. Dépendance, ça veut dire si vous avez développé 2 sous-fonctions qui utilisent les mêmes registres, qui utilisent les mêmes protocoles de communication, qui utilisent les mêmes périphériques, attention, il peut y avoir des dépendances, il peut y avoir un peu de crosstalk entre les deux. N'intégrez que des choses qui ont été testées et validées individuellement, ça rejoint ce que j'ai dit au-dessus, le développement d'une fonction n'est validé que lorsqu'elle a été testée. Si vous commencez à intégrer des choses que vous n'avez pas validées individuellement, vous n'allez jamais pouvoir savoir si c'est la fonction en elle-même qui merde ou si c'est l'intégration de cette fonction dans votre code principal qui merde. Donc il faut vraiment les tester individuellement. Et puis quand on fait du développement, ce qui peut être aussi super pratique pour pas trop se prendre la tête, c'est de pouvoir prévoir de débrayer facilement les fonctions. Donc débrayer facilement les fonctions, c'est si jamais vous voulez retirer une fonction, il ne faut pas que ça vous prenne plus que 2 ou 3 manipulations. Par exemple, je veux supprimer le fait que dans mon code principal qui fait plein de trucs, à un moment je vais lire le capteur de température et l'afficher sur l'écran LCD par exemple. Donc ça c'est une des fonctionnalités. À un moment ça marche pas. J'ai envie de tester tout le reste sans faire cet affichage sur l'écran LCD. Donc je peux quand même par exemple lire mais pas faire l'affichage sur l'écran LCD.
il faut que je puisse facilement retirer l'affichage sur l'écran LCD. Il ne faut pas que j'ai besoin de toucher à 4 ou 5 endroits de mon code différents pour pouvoir le débrayer. Il faut que je puisse juste commenter une ligne ou une série de lignes facilement pour pouvoir le faire. Donc tout ça, c'est un petit peu des astuces qui vont vous aider à développer correctement cet exercice. Donc voilà pour ces derniers conseils. Là, normalement, vous avez absolument tous les éléments pour démarrer. Donc voilà, on va se retrouver. Donc on se retrouvera donc pour ces TP. Donc encore une fois, c'est des TP sur 2 jours où vous allez progressivement construire le système embarqué qui est cette station météo. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite bonne chance pour les TP, pour le projet. À bientôt.